Good morning to all. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de voir que le sujet de la mode suscite un grand intérêt. Et c'est tout à fait approprié à cette région française, car la région de Lille est sans doute l'une des régions les plus avancées pour la filière textile avec de petites entreprises. Nous sommes également très bien placés en termes de durabilité et la combinaison de ces deux thématiques va permettre à cette région d'être l'avenir de la mode française. Je suis Annick Jehan. Je suis la directrice de Hub Mode. Hub Mode, c'est un hub, c'est dans le nom. Et Hub Mode propose des formations aux professionnels de la mode, à l'industrie de la mode, propose des MOOC, des jeux, des Serious Games, toute la formation qui est rapide, intéressante et ludique. Nous proposons également un réseau pour les professionnels de la mode et nous sommes sur le point de créer un Fab Lab spécialisé dans la mode à Roubaix l'année prochaine. Je suis très heureuse d'animer cette session aujourd'hui. Et nous avons une session internationale ce matin, mais cet après-midi, nous aurons une séance de travail partagé, de travail en commun, où nous allons tous travailler ensemble sur les futurs modèles économiques de la filière mode. Et ce matin, je suis ravie d'accueillir des entrepreneurs qui vont nous inspirer. Certains viennent de France, mais d'autres de beaucoup plus loin. Madame Han, qui est créatrice de Recode. Nous accueillons également Irène Lou. Irène est basée à Pékin et elle nous parlera de l'image que nous avons de la Chine et qui doit évoluer car les aspects de durabilité sont également un objectif très fort pour de nombreux créateurs en Chine. Puis je vais accueillir Thomas Pando qui a créé la marque Paes en Argentine. Il nous en dira plus tout à l'heure. Mais je souhaite maintenant passer la parole à Madame Han. Madame Han nous vient de Séoul. Elle s'exprimera en coréen. Vous aurez la traduction en français si vous êtes équipé de casques. Vous allez voir qu'elle va nous proposer beaucoup de photos très belles des produits qu'elle crée. Et je pense que vous allez tous comprendre sans problème. Bonjour. Je suis venue de Corée. Je suis directrice d'une entreprise de mode et fondatrice de la marque Recode. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce forum. Je voudrais parler de notre marque Recode en relation avec le thème d'aujourd'hui, la réinvention de la mode. Tout d'abord, Recode. Recode est une marque ayant pour objectif de réutiliser les vêtements invendus en les reconcevant et en les transformant en nouvelles pièces. Et nous voudrions partager avec les consommateurs cette culture au-delà de la mode. Et aussi, on utilise la nature. Comment Recode a-t-elle été lancée? J'ai travaillé pendant 30 ans dans la mode et j'ai constaté que les vêtements non choisis par les clients perdent leur valeur au fil du temps et au bout de 3 ans, ils sont incinérés. Et vous voyez maintenant l'incinération des vêtements non vendus. Et j'ai alors commencé à réfléchir à la manière de régler ce type de gâchis. Ce fut le début de notre aventure de Recode. Et mon équipe et moi avons commencé à nous pencher sur la manière de résoudre ce problème. Jusqu'alors, on faisait le design avec des tissus neufs.
Mais l'exercice de concevoir à partir de vêtements non consommés nous a poussé à adopter de nouvelles approches. Le vêtement, ce que je porte aujourd'hui, est issu de vêtements pour hommes. C'est donc tout à fait une nouvelle démarche. Donc d'abord, nous avons réduit les effectifs et j'ai mis en place une organisation plus souple au travers de collaborations avec des gens de l'extérieur de notre entreprise. Et en utilisant des vestes pour hommes, et notre groupe a 22 marques, des vêtements casual et des vêtements pour hommes. Donc, il fallait décomposer ces vêtements pour les réutiliser. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas privilégier les gens avec qui la collaboration aurait une valeur ou un sens? Nous avons confié donc la tâche simple de décomposition de vêtements à des handicapés mentaux. Mais la décomposition de vêtements donc était répétitive, donc c'était très bien pour les handicapés mentaux. Mais pour le design, nous avons collaboré avec des designers indépendants. Depuis 3 ans, donc nous travaillons avec 23 designers indépendants. Et donc, ils ont aussi des possibilités de travailler au sein de notre entreprise. Et nous avons également leur avons fourni des opportunités de communication dans le média. Mais tout ceci a nécessité également des gens pour la confection. Mais les couturières, de plus en plus, les couturières de l'Asie du Sud-Ouest ont été favorisées au détriment des couturiers coréens. Et donc, nous voulions donner du travail aux couturiers coréens en créant un atelier dans la région de Danyang. Néanmoins, même avec les gens talentueux, il était difficile de fabriquer, concevoir des vêtements vieux de 3 ans en nouveaux modèles. Et donc, pour fabriquer un vêtement recyclé, il fallait 4 ou 5 vêtements non vendus ou 5 à 7 vêtements. Et donc, pour aider plus de monde et pour communiquer notre marque Record, nous devions augmenter notre productivité. Donc, nous avons tourné nos yeux sur les produits industriels, par exemple des housses de sièges de voitures qui étaient donc fournies à la société automobile de Hyundai ou bien des toiles de parachute. Et de plus, la Corée étant un pays divisé, nous avons beaucoup de produits militaires. Et donc, nous avons été fournis par l'armée des toiles de parachute, des produits militaires. Et nous avons également utilisé des airbags. Et maintenant, nous avons eu besoin d'une boutique. C'est pour ça que nous avons pensé à notre boutique existante pour une autre marque de notre groupe, Series. Et d'autre part, nous avons voulu ouvrir donc des corners dans des grands magasins également. D'autre part, le surrecyclage n'a pas encore un grand marché en Corée, et donc notre vente n'était pas très grande. C'est pour cela que nous avons demandé à des foires internationales
si on pouvait participer à des foires. C'est pour cela que maintenant, nous vendons à l'étranger dans 9 pays. Mais à travers ce processus de fabrication manuelle, etc., donc le prix était assez élevé. Et donc, il fallait communiquer aussi la valeur de nos vêtements à travers des célébrités. Nous avons un festival de films à Busan qui est assez connu à l'étranger aussi. Donc, l'actrice coréenne Moon So-ri a porté un vêtement sur ce qu'il est issu de vêtements pour hommes et elle a marché avec ce vêtement, portant ce vêtement sur le tapis rouge au festival de Busan. Et nous avons également fabriqué des uniformes d'hôtesses de VIP pour London Fritz Art Fair. Et également, nous travaillons avec des artistes coréens en les sponsorisant et en faisant la campagne de publicité de notre marque avec le designer danois Henrik Cobb. Nous travaillons ensemble. Donc, nous travaillons également, nous collaborons dans le domaine de l'air. Et une grande marque, Bluefit, nous a demandé également à collaborer ensemble. Et depuis 3 ans, nous fournissons nos vêtements à des clients de Bluefit. Et nous voulions également diffuser notre mouvement à davantage de consommateurs. C'est pour cela que nous avons ouvert un espace de partage dans l'enceinte de la cathédrale de Myeongdong en Corée. Et dans cet espace, les gens peuvent consulter des livres et des vidéos sur l'environnement réunis pour la première fois en Corée. On peut participer à des ateliers de sensibilisation à l'écologie en fabriquant des objets à partir des chaussettes usées. Et avec l'argent, le profit, on aide les mères célibataires. Et pour que ce mouvement puisse perdurer, je crois que les professionnels doivent changer aussi leur mentalité. C'est pour cela que nous avons ouvert un atelier destiné à former les jeunes sur ce surcyclage. Et je voudrais que vous soyez tous les clients de la marque Recode. Et donc, je voudrais continuer à m'engager dans ce mouvement de la réinvention de la mode. D'autre part, au travers de tout ce processus, je suis aujourd'hui devant vous et Recode a encore une petite taille, mais je crois modestement, nous indiquons la direction que la mode doit prendre dans l'avenir. La raison pour laquelle j'ai participé à ce forum, c'est pour aussi faire connaître notre marque et pour y vendre également nos vêtements. Et je souhaite voir créer d'autres marques soucieuses de la durabilité et de responsabilité sociale telles que notre Recode, afin que cesse la production et le dumping excessif. Et donc, je voudrais continuer à m'engager à ce mouvement. Merci.
Thanks to Mrs. Han, we can see when a large Korean group takes sustainability as a key business driver and not as an obligation. You can see how beautiful things this can create. So now I'm happy to welcome Irène Lou. Thank you. Hi guys, thank you so much for being here. This is quite an exciting moment for me. I'm probably the youngest business in this whole forum. We just started last year. So I'm the founder of Pillowbook. Je suis la plus jeune créatrice d'entreprise. J'ai fondé Pillowbook. Je suis vraiment trop petite, hein? Where is our help? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui vient nous aider pour me passer les diapos? Merci. Donc, je suis la plus jeune chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que Pillowbook? Vous avez sans doute tous vu le film de Peter Greenaway, mais nous, on n'est pas le film. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Shanga? Ou le Kama Sutra? Non, personne ne sait ce que c'est que le Kama Sutra? Ou alors vous êtes trop timide pour admettre que vous connaissez? Eh bien, en Chine, nous avons notre propre version, mais personne ne la connaît parce que le sexe est quelque chose de peu populaire en Chine. Mais en Chine traditionnelle, on offrait une petite sculpture de position sexuelle aux jeunes mariés. Et à l'époque, les jeunes mariées étaient des adolescentes dans des mariages arrangés. Donc, pour elles, c'était la première forme d'éducation sexuelle. Alors, notre marque n'encourage pas le mariage des filles très jeunes. Nous avons pour vocation de responsabiliser les femmes et de leur donner le pouvoir. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que c'est qu'un Pillowbook, mais je peux vous montrer cela. Ça, c'est la position du papillon qui est brodé sur certains des soutiens-gorge que nous fabriquons ou sur ce qu'on appelle le doudou. Le doudou, c'est une lingerie traditionnelle chinoise. Et en fait, j'ai découvert ça il y a 6 ans quand je suis arrivée en Chine. C'était pour moi passionnant que d'y aller, car vous savez que la Chine continentale produit 70% de la lingerie qui est portée au monde. Donc moi, quand je suis allée en tant que passionnée par la lingerie, c'était vraiment très intéressant pour moi d'aller voir cela. Alors, vous, les garçons, vous connaissez les soutiens-gorge chinois. Mais je me suis également intéressée aux costumes de théâtre. Et j'ai découvert ces pièces de lingerie. En Chine traditionnelle, la mode n'est pas ce qu'on connaît ici en Occident. Et ce que portaient les femmes était très réglementé, de la couleur au motif, etc. Et donc la seule manière pour les femmes d'exprimer la mode, c'était ce qu'elles brodaient sur les vêtements qu'elles portaient directement sur leur peau. Et ça pouvait être de véritables œuvres d'art. Lorsque les femmes se mariaient, elles choisissaient leur petite culotte préférée avec les meilleurs exemples de leur broderie. Et elle était portée derrière elle et présentée aux invités de la cérémonie le jour du mariage. Alors tout ça,
on ne me l'avait pas enseigné. Je n'avais pas cette culture de la lingerie chinoise. On ne me l'avait jamais enseignée dans mon école de mode. Donc, j'ai été très curieuse et j'ai posé des questions aux Chinois en leur demandant, aux Chinoises surtout, en leur disant, mais est-ce que vous les portez ou est-ce qu'on peut les acheter? Et en fait, le seul moyen d'acheter cela, c'était les trucs très kitsch qu'on achetait dans les boutiques pour touristes. Et quand vous posiez la question à des Chinoises, elles vous répondaient « Non, non, ça c'est beaucoup trop vieux ». Les personnes des générations plus anciennes vous disent « Ah non, ça c'est quelque chose pour les jeunes ». Donc j'étais un petit peu dans cette situation de désespoir parce que moi je voulais réintroduire cela dans la garde-robe des femmes. Mais j'ai continué, j'ai pas baissé les bras pour autant, parce que je trouve que c'est une pièce absolument magnifique et qu'il n'y a aucune raison de garder ça dans la chambre. Donc ici, cet article que j'ai créé pour la première fois pour la marque. Alors, je vais passer rapidement sur les différents modèles que j'ai créés. Ça, c'est le deuxième. Et si vous avez le troisième. Et je ne sais pas si vous voyez, j'en porte un là. C'est une pièce de lingerie, mais qui peut se porter également comme vêtement. Et ici, encore un exemple pour moderniser cette pièce de lingerie. Alors, la tradition, c'est que les bébés peuvent en porter, donc il faut en faire pour les bébés. Ça, c'est trop mignon. Et Pillowbook essaye de réanimer cette tradition culturelle chinoise et de lui redonner vie. Ensuite, transparence. Alors, je ne suis pas chinoise. On peut croire que je suis chinoise, mais je ne suis pas chinoise, mais je vis en Chine. Et la première chose que les gens pensent, c'est que les articles chinois sont mal faits, sont produits en masse et que je mets mes employés en esclavage. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et la transparence est quelque chose de très important aujourd'hui, surtout pour quelqu'un comme moi qui essaye de créer une entreprise durable en Chine. Donc, sur notre site web, et je passe mon temps à dire aux gens, il y a deux choses que vous voulez visiter. C'est d'abord notre showroom où les clients viennent voir nos prototypes ou nos modèles. Et le point noir, c'est l'atelier. Et si vous voulez aller voir les équipes, eh bien, il n'y a que 3 filles. Et travaillent de 8h30 à 5h30 du lundi au vendredi. Donc, ce sont des couturières. Vous allez me dire, ce sont des horaires d'entreprise tout à fait normaux et vous allez trouver ça normal. Sauf que en Chine, les couturières n'ont que 2 jours de repos par mois et travaillent jusqu'à 12 heures par jour. Donc, pour ces femmes, d'avoir des horaires de travail réguliers du lundi au vendredi, c'est exceptionnel et elles adorent pouvoir profiter de leur week-end pour se livrer à leurs activités de loisirs. Donc, si vous voulez venir, venez visiter nos ateliers et ça vous permettra de voir tout le processus du concept au design jusqu'à la fabrication. Tout est fait au niveau de notre atelier. Et qui fait la couture? Eh bien, nos couturières ici qui suivent toute la production de toutes les pièces que nous vendons. Et je suis vraiment très très fière parce que j'ai là une couturière exceptionnelle avec une patte exceptionnelle. Et venez la rencontrer. Vous allez vous retrouver dans un atelier. Je ne fais pas de la production en masse. Et il y a beaucoup d'intérêt pour les jeunes designers en Chine que de travailler selon le même concept. Troisième point important, la durabilité. Alors, les produits, comme je vous le disais, tout est fait à la demande. Et le gâchis de l'industrie de la mode est vraiment dommageable à l'environnement. Vous savez, vous faites beaucoup d'articles qui ne sont pas vendus, vous les vendez en solde et puis vous finissez par les incinérer. Et c'est vraiment dommage de voir ces articles détruits. Donc, chez nous, nous fabriquons à la demande, ce qui augmente la valeur des articles. Et si vous permettez à vos clients de venir vous voir, de choisir
choisir leur couleur. Ils ont leur mot à dire par rapport au résultat final. Donc voici un soutien-gorge tout à fait traditionnel qui s'appelle Love Struck, qui a été créé l'année dernière à Noël. Ici, Irène, c'est mon nom. Ici, le soutien-gorge Stella. Ce ne sont pas les noms des collections, mais le nom des clientes qui nous les ont commandés et qui ont choisi les coloris. Anaïs, Chito, Yibing, et bien sûr, vous pouvez choisir autant de couleurs que vous le souhaitez. Il y a toujours une histoire pour chaque article. J'aimerais bien vous raconter toutes ces histoires sur les jeunes femmes qui les ont commandées, mais c'est toujours fait avec amour et au bout du compte, tous les membres de l'équipe, on signe tous les petites étiquettes, on écrit un petit remerciement. Donc vous voyez ici qu'elle est en train de signer l'étiquette. Elle est ravie, elle adore faire ça, elle a l'impression d'être célèbre quand elle fait ça. Et vous pouvez voir que c'est bien sûr écrit pas seulement en chinois, mais ici on dit que c'est fait fièrement en Chine. Alors le projet sur lequel je travaille maintenant, c'est encore au début de ce projet. Peut-être que je devrais trouver un autre nom parce que les gens pensent que je fais du recyclage de soutien-gorge et que je les vends. Ça n'est pas ça. Donc, je ne me suis pas rendu compte que je faisais du upcycling de petits soutiens-gorge. Et ce que je faisais quand vous achetez quelque chose sur commande, vous achetez un mètre de soie, vous le coupez, vous le cousez. Et vous voyez, à gauche, vous avez le doudou et vous avez des shorts qui vont avec. Il y a toujours des petites bretelles et en général, j'arrive à faire un petit sac pour mettre votre lingerie dedans et en général avec ces bretelles je peux faire d'autres choses, donc je fais des petites choses en plus pour les clients. Au centre c'est juste un masque pour les yeux pour dormir et vous pouvez mettre des petits sachets à l'intérieur. Ce sont des roses parfumées à la rose et c'est du thé à la rose, donc une fois que ça ne sent plus très fort vous pouvez faire du thé avec. On a rose et lavande. À droite vous voyez que c'est même le rembourrage est fait avec des couches et des couches de soie que j'ai cousues ensemble pour faire le rembourrage du masque pour les yeux. Ensuite, j'ai pensé à d'autres sources de mode en Chine, par exemple, pour faire ça qu'on appelle chipa. En général, on jette des morceaux de tissu qui ne sont pas utilisés. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment on fait le rembourrage. À gauche, vous avez la forme d'un bras. Et ce que j'aime beaucoup avec la lingerie, c'est que ce sont des petites pièces et que vous avez toujours des petits morceaux de déchets. Et donc, vous pouvez essayer des morceaux. Vous voyez que là, j'essaie de trouver une nouvelle utilisation pour un morceau de tissu qui n'est plus utilisé. Ici, vous avez un autre soutien-gorge qui est fait de morceaux de tissu qui ne devraient plus être utilisés, considérés comme déchets. Je crois que les défis que l'on a relevés et ce que j'ai pu apprendre à partir de différentes clientes, c'est que même si vous êtes très honnête, si vous êtes transparente dans votre entreprise, si vous êtes éthique et si vous avez des emplois éthiques, les gens aiment bien l'idée, mais ils ne peuvent pas se permettre de payer le prix de la mode durable. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire avec les ressources que l'on a déjà pour augmenter la valeur, pas forcément le prix, mais l'expérience client et la valeur du soutien-gorge lui-même ou du rembourrage pour que les gens soient prêts à payer un petit peu plus pour soutenir cette idée. Et je voudrais terminer avec une cliente que j'ai. Elle est venue passer 1 heure simplement pour choisir la couleur et elle aimait beaucoup la couleur. Et après 3-4 semaines, quand elle a reçu, elle a fait ses selfies, elle l'a posté sur les médias sociaux et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est moi qui ai créé ça. Et donc, vous savez que techniquement, vous l'avez créée, mais elle était tellement ravie, elle l'a conçue, elle l'a dessinée pratiquement et elle ne jettera probablement jamais cela. Et je pense que ce petit produit aura une grande valeur pour elle, pour toujours. Merci.
Merci Irène. Quand j'ai parlé à Irène la première fois, elle m'a dit jamais je n'arriverai à parler devant un public comme celui-là. Vous voyez donc que ça n'était pas vrai du tout. Elle y est arrivée. Merci Irène. Maintenant, j'aurais souhaité la bienvenue à Thomas qui nous vient de Paris en Argentine, qui va nous expliquer sa marque très intéressante. Hola. Hello, bonjour France, bonjour Lille. My name is Thomas. Je m'appelle Thomas. I'm from Argentina. Et je viens d'Argentine. J'ai 34 34 ans. I live now between Buenos Aires and entre Barcelona, Buenos Aires et Barcelone. a year and a half ago. J'ai déménagé là-bas il y a un an. J'ai transféré mon activité en Europe. Donc, j'ai 10 minutes pour vous expliquer brièvement ce que nous avons fait ces 8 dernières années avec ce projet, cette marque. Et si vous avez encore quelques doutes, vous pourrez poser des questions. Alors, c'est l'histoire d'un produit tout à fait typique en Argentine qui a été inventé il y a plus de 100 années. Brigata, c'est un petit peu comme l'espadrille française, mais en Argentine, c'est une entreprise britannique qui lui a donné son nom et maintenant l'entreprise est brésilienne et détient également la marque Adrianes, mais c'était un produit basique pendant longtemps et c'est au nord du pays, les gauchos ont utilisé ce produit depuis 50 ans et je suis née dans le nord du pays et chaque jour de ma vie, j'ai dépensé 4-5 euros pour ça, vous l'utilisez pendant un mois, ensuite vous les jetez, vous en achetez d'autres. Donc, je suis allée à l'université avec ma partenaire et nous voulions commencer une entreprise et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec cette marque. On recherchait un produit qui soit attractif pour les touristes, on voulait élargir un petit peu la culture de ce produit, étant donné qu'on était encore à l'université. On s'est rendu compte que ce produit avait un certain potentiel et c'est comme ça qu'on a commencé. On voulait que les gens qui étaient nés en Argentine puissent partager non seulement la valeur de la valeur, vous savez, la bonne viande, le tango. Vous savez que l'Argentine est mondialement connue pour son tango. On voulait être connu pour d'autres choses qui se passent dans ce pays qui est un petit peu fou. Et on voulait avoir une idée très simple. On souhaitait livrer un produit simple et amusant. Et c'est exactement ce que nous faisons et ce que nous développons chaque jour dans l'entreprise. Et nous souhaitions avoir un but, un sens. Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les lundis matins et pourquoi est-ce qu'on travaille sur ce projet? Probablement que c'est la raison pour laquelle on a été invité ici, parce qu'on n'est pas venu, disons, du monde de la mode. On est dans cette incroyable entreprise qu'il faut retransformer tous les 2-3 mois. Il faut être très innovant, il faut être très créatif pour pouvoir inventer de nouvelles choses et pour pouvoir transformer les choses. Donc, on voulait une entreprise qui ait le pouvoir de transformer notre communauté. Et
avec des solutions entrepreneuriales. Donc, il y a un an après avoir commencé avec ce projet en Argentine, nous avons construit une usine pour commencer à produire ces chaussures à Buenos Aires. Au départ, nous avions 25 salariés qui produisaient ces chaussures et on exportait dans plus de 20 pays dans le monde. Donc, notre engagement était de créer un impact social en Argentine. On voulait travailler étroitement avec la communauté. Je vais vous donner quelques exemples. On voulait également éduquer beaucoup de nos travailleurs. Donc, on a ouvert l'usine. Cela nous a permis de comprendre quelles étaient les réalités des personnes qui participaient à cette entreprise. Il y avait parfois, ils devaient prendre un train pendant 2 heures pour venir travailler et ensuite pour le retour le soir. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces travailleurs qui travaillaient pour nous n'avaient même pas terminé l'école primaire. Donc, on a développé un programme pour les aider à terminer l'école primaire et même l'école secondaire, et on leur a permis également d'apprendre un peu l'anglais. Pour vous, probablement qu'en Europe, c'est très difficile à comprendre, mais si vous êtes en Argentine ou dans tous les pays d'Amérique latine où le seuil de pauvreté représente, il y a 30% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça c'est une grande opportunité pour eux. Et la transparence est également très importante pour nous, on y croit beaucoup. Cette entreprise a beaucoup changé dans ce sens. Nous avons beaucoup d'installations, de sites en Argentine qui sont ouverts au public. Vous pouvez les trouver en ligne, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez venir visiter l'usine pour voir comment nous travaillons. On produit également en Chine et j'aime beaucoup la présentation qui a été faite sur la Chine parce que la Chine se transforme beaucoup aussi. On dit que c'est l'usine du monde et vous savez que pour les iPhones, les Samsung, tout ça est fabriqué en Chine. Et j'ai visité beaucoup d'usines en Chine et je dois dire qu'ils sont très avancés au niveau technologique. Ils créent beaucoup de connaissances sur le travail des enfants, etc. Enfin, la Chine change très vite en ce qui me concerne, mais nous faisons également la promotion de la fabrication locale. Nous avons des entreprises en Argentine, en Espagne également. On produit davantage en Espagne, mais à mon avis, la transparence de la chaîne d'approvisionnement sera vraiment une innovation. Et c'est pour cela qu'on admire la marque Patagonia. Pour la marque, on voulait exprimer cet héritage argentin détendu. On voulait passer d'un produit simple et voir comment on pouvait vraiment le transformer en un produit plus mode, plus iconique. Nous avons plus de 20 magasins dans le monde et nous vendons dans plus de 40 pays grâce à un réseau de distributeurs. Je vais vous montrer quelques images de ce que nous faisons dans l'entreprise. Ce que l'on n'a pas fait, c'est faire de la communication là-dessus. Donc, comme je l'ai dit jusque-là, on essaie d'aider nos salariés pour qu'ils puissent construire de meilleures maisons dans leur communauté. 2 fois par an, on arrête le travail et on essaie d'aider au moins un de nos travailleurs avec sa maison. Et c'est assez amusant parce qu'un jour, c'était un lundi, non, c'était un mardi, et 4 travailleurs ne sont pas venus travailler. Ils avaient à peu près 3 heures de retard et on a dit « Pourquoi est-ce que vous êtes si en retard ?» Et ils nous ont dit « C'est parce que hier, il y a beaucoup plu et ma maison a été inondée. » Donc, toutes ces petites histoires individuelles ont permis de faire comprendre aux fondateurs que les gens qui travaillent dans notre entreprise, tous les gens qui travaillent pour nous, on s'est dit d'abord, bon, il faut qu'on résolve les problèmes que l'on a dans l'entreprise. Ensuite,
C'est plutôt style américain, mais on aime beaucoup. On veut que tous les premiers salariés de l'entreprise aient une action de l'entreprise. On ne donne pas des stock options à des personnes qui ont réalisé des performances exceptionnelles, aux managers uniquement, mais on a un responsable du bonheur dans notre entreprise qui reçoit également ces stock options. Deuxièmement, comme je l'ai dit, on a voulu travailler un petit peu sur l'environnement de l'entreprise et travailler sur l'inclusion sociale, l'insertion sociale dans toutes les parties où on était impliqué, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des prisons pour faire du textile. On a travaillé avec l'Anaria qui... Comment est-ce qu'on appelle ça en anglais ? Qui est la plus ancienne usine de coton tout au nord, et ils produisent un tissu à forte valeur, donc tissu de très bonne qualité. On produit des chaussures avec ça. La Colturera, c'est une entreprise qui emploie des gens qui n'ont aucune ressource. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, au mois de mars, nous avons été certifiés comme entreprise B. Et pour ceux qui sont ici, vous vous demandez peut-être quel est ce mouvement, mais lorsque on s'est rendu compte que les B Corp, les corporations B, étaient des entreprises qui faisaient la promotion de la vente, qui ne devait pas être le meilleur du marché, mais le meilleur du monde, on s'est dit, oui, on devrait essayer d'avoir ce label, et peut-être qu'on va lancer ce processus de 6 mois pour obtenir ce label, et on l'a obtenu enfin en mars cette année. B Corp, c'est un mouvement d'entreprise qui souhaite grandir. Je crois qu'il est important maintenant de grandir, de communiquer sur toutes ces valeurs, parce qu'au bout du compte, les consommateurs finiront par rechercher le meilleur prix. J'ai beaucoup aimé la présentation sur le recyclage. Ça demande beaucoup d'efforts, par exemple, pour recycler un produit, mais parfois c'est plus compliqué de communiquer sur les valeurs vis-à-vis des consommateurs pour comprendre ce qui se trouve derrière cela. C'est la raison pour laquelle nous voulons être entourés des personnes, de ceux qui partagent les mêmes valeurs. C'est important, et c'est pour cela que toutes les petites entreprises, à mon avis, sont celles qui dirigent l'innovation, parce que nous sommes dans un secteur très compétitif. Nous avons besoin d'innover non seulement dans les produits que nous offrons à nos consommateurs, mais il faut être innovant dans le business model que nous produisons. Et si on travaille tous ensemble, on peut travailler en collaboration, et on sera probablement plus fort que si on essaie de concurrencer des grandes entreprises. Et enfin, bien sûr, on essaie de trouver un sens. Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins? C'est très important parce qu'il faut le faire avec de la passion. La passion, c'est quelque chose... C'est quelque chose que l'on a encore très fort à l'intérieur, et on a travaillé très fort ces dernières années. Mais si vous avez quelqu'un ici dans le public qui a, comment on appelle ça, l'idée, l'étincelle pour faire quelque chose, je crois que vous pouvez le faire avec de la passion. Et la passion est plus importante maintenant que l'intelligence ou même le savoir-faire. Vous pouvez trouver un partenaire, mais avec la passion, avec le leadership, si vous avez cela en vous, si vous y croyez fortement, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Alors, lancez-vous et osez rêver. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Thomas. Je
Je voudrais demander, avant qu'on ait une demi-heure complète de questions, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions, je voudrais simplement demander à Ariel Lévy de Verbe Rouge. C'est la marque la plus avancée sur la durabilité en France, 360 degrés de durabilité, et elle pourrait rester ici et vous parler pendant 3 jours parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Soyez la bienvenue, Ariel. Bonjour la France. Non, je ne sais pas comment ça marche. Ça marche comment ça? Allô, allô. Bonjour Lille, capitale du textile. Bravo, bonjour l'Argentine. Quel plaisir de voir, d'entendre parler de Jujuy et de Salta et de Buenos Aires qui me sont tellement chers dans mon cœur. Bonjour, la mode c'est aussi ailleurs et je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez tous exprimé à travers vos expériences, vos histoires personnelles, votre passion, c'est en fait qu'on partage beaucoup de choses dans la Terre, sur cette Terre, qu'on partage avant tout des valeurs, de la passion. Quand on vient de la mode, comme moi, comme nous chez l'Herbe Rouge, aussi une certaine manière de vouloir réinventer le vêtement. Quand on a envie également, comme à Buenos Aires, de pouvoir recréer de l'emploi, on peut montrer aussi que la passion permet de se réinventer. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait. En 5 minutes, parce qu'autrement, comme disait Annick, j'y passerai à peu près 3 jours, en tout cas toute une vie, puisque l'Herbe Rouge, c'est l'amour de ce métier, c'est l'amour du textile du Nord, c'est l'amour de se dire, après le traumatisme d'il y a 20 ans, on a tous dans notre... ici dans le Nord, ou même en France, c'est un petit peu notre culture, une grand-mère, une tante qui a travaillé à la lainière de Roubaix, à la Tossée. Alors, je ne vais pas vous faire pleurer, je vais juste vous dire que moi, ma passion depuis 20 ans, avec Thibaut Decroix, le cofondateur, c'est le vêtement, c'est pas forcément la mode, c'est le vêtement qui est un petit peu notre seconde peau. Alors en 2 minutes sur l'Herbe Rouge, c'est écrit sur cette phrase, je tiens à dire qu'on a eu plein de prix, qu'on est à Paris, qu'on est à Roubaix, également notre laboratoire, qu'on espère venir très rapidement à Lille, qu'on est Grand Prix Maison de Mode, qu'on est entreprise remarquable, qu'en gros qu'on est un petit peu les pionniers, comme le disait Annick, sur l'éco-conception. Nous, ce qu'on essaie juste de remettre au centre, c'est le vêtement, la mode contemporaine. Est-ce que je dois être ringard, ethnique? Est-ce que je peux pas juste, aujourd'hui, comme je suis habillée en l'Herbe Rouge, porter des produits qui me font du bien, qui font du bien à ceux qui vont les fabriquer, à la nature, et qui vont également vous faire du bien, parce que le vêtement, en 2 mots, c'est ce que j'essaie de dire. On essaie de dire dans cette vision, ça passe par la qualité. Il y a tout un cycle sur le vêtement. Ça passe de l'agriculture jusqu'à votre santé, parce que derrière, on parle aujourd'hui de malfringue. Nous, on parle de malfringue, mais vous avez tous intégré le terme de malbouffe, et c'est un petit peu ça qu'on essaie de raconter de manière joyeuse et dynamique. Donc, il y a 4 choses qu'il faut que vous retenez, parce que vous puissiez retenir avant de rentrer dans les échanges. Les piliers de l'Herbe Rouge, l'éco-conception, l'éco-production et l'éco-distribution. Si vous avez envie de retenir 3 choses sur nous, au-delà de nos vêtements, que je vous inviterai à venir voir, toucher dès que vous le pourrez, c'est ça. C'est quoi l'éco-coco? C'est tout simplement, on a des ressources naturelles, on a des ressources naturelles, c'est-à-dire l'agriculture. Beaucoup de lin dans le Nord, beaucoup de lin, il y a beaucoup de choses qu'il y a encore en France. On a également des gens qui ont des savoir-faire, et puis on a des gens qui savent aussi vendre, être dans la proximité, pas dans l'uniformisation. Et alors tout ça, c'est de réfléchir du choix de la matière jusqu'à la manière dont on va rentrer en contact avec le consommateur, l'histoire qu'on va raconter, la manière dont on va laver le vêtement, etc. Et comment est-ce que je peux optimiser tout ça pour, au final, c'est ça notre truc, essayer d'avoir un produit qui tienne la route, qui soit un vêtement du quotidien, qui soit qualitatif, qui fasse du bien, qui soit durable, qui parle santé et qui soit aussi accessible. Parce que tous ici, ce qu'on partage, tous ensemble, c'est qu'on porte des vêtements.
Donc, 4 termes, postcardum, 3e révolution industrielle, World Forum, etc., etc. Nous sommes fiers d'être aussi un des référents dans la mode de la 3e révolution industrielle. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, il faut retrouver la qualité des matières, la fabrication, les circuits courts, consommer différemment. Tout ça, vous pourrez, si vous voulez, je pourrais vous envoyer, on pourra vous donner quelques slides. La qualité, ça, c'est vraiment notre dada. Tout ça pour raconter ça. La qualité, ça veut dire... C'est quelque chose de super tactile, quoi. Vous avez sur votre peau le vêtement, et nous, on est des chercheurs de matières. Donc, on va chercher des matières naturelles, haut de gamme, mais accessibles, coton bio, fibres d'eucalyptus, tout ce qui est qualitatif, parce que c'est comme la bonne bouffe, ça commence par un bon plat. Et dans un bon plat, il y a les bons ingrédients. Donc, ensuite, la qualité également, c'est la qualité, c'est quand on me dit aujourd'hui, c'est fait où, c'est fait quoi, c'est fait comment. Vous avez pu voir qu'on peut faire bien différemment. L'essentiel, c'est comment c'est fait. Bon, c'est vrai que nous, on a choisi un axe, France et Europe essentiellement. Ça, c'est notre dada, puisqu'on essaye de parler sur inventer un petit peu la mode dans le France. Mais donc, il y a les ingrédients. Ensuite, il y a la manière dont c'est fait, la manière dont c'est coupé. J'ai entendu la manière dont on économise également la laisse quand on ne met pas de superflu. Les coutures, qu'est-ce qu'on met du fil pour pas que ça craque, tous ces trucs-là. Les poches, est-ce que je fais des fausses poches, est-ce que je fais des vraies poches en fait, le vêtement, il est fait pour porter. Donc nous, on fait très attention à la fabrication et également à la facilité d'usage. Nous faisons également des vêtements que vous pouvez porter, décontractés comme aujourd'hui. Ce soir, je peux mettre les talons, je peux remonter le chignon, je peux aller danser. Voilà. Ensuite, donc, qualité, utilisateur au centre, c'est tout simplement aujourd'hui, nous, on se bat contre l'uniformisation du commerce de proximité. On pense également que dans nos magasins, on peut avoir des beaux matériaux. On peut rentrer en communication sur des lieux où on fait des expositions, où on expose d'autres personnes, d'autres créateurs. Innovation, le développement durable, tout ce qu'on vous a dit, ne va pas sans l'innovation. Aujourd'hui, les impressions 3D vont permettre sans doute et permettent déjà de pouvoir se dire qu'à partir de la pomme de terre, demain, on pourra peut-être faire des vêtements et les imprimer. C'est ça demain, mais la nature nous offre tout ce dont on a besoin. Ensuite, c'est une question de savoir utiliser la technologie. Je fais vite à vite. Donc, voilà, les 4 piliers de l'éco-conception, les 4 choses sur lesquelles on a envie de se dire aujourd'hui dans tous les nouveaux modèles économiques aujourd'hui au sein du World Forum. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? C'est ce que j'ai juste essayé de vous dire. Où qu'on soit, dans la mode aujourd'hui, dans d'autres domaines, quelles sont les attentes du consommateur? Il faut come back to consumer. Qu'est-ce que veut le consommateur? Eh bien, il veut savoir aujourd'hui, on vous l'a tous dit, who made your clothes? Qui a fait vos vêtements? Et alors, on se retrouve confronté aujourd'hui à 2 grandes familles, comme dans la famille dans tous les jours, les individualistes et les collectifs. On se trouve confronté dans ces périodes, malheureusement, de crise où on a envie de recréer du travail, aux réfractaires, les gens qui se mettent sur eux-mêmes, qui ne regardent plus leurs voisins et qui ont un petit peu peur. De toute façon, ça ne me concerne pas, le bio, le machin, la santé, si j'ai des allergies, s'il y a des maladies, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux défendre mon précaré. Et puis, il y a toute cette communauté qui est en train de grandir ici et demain avec vous, qui ne sont pas des utopistes, qui sont juste des gens qui ont envie de dire, voilà, je vois beaucoup de jeunes personnes, sans doute des étudiantes dans la salle. Demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'avoir un boulot où je me sens bien, où j'ai de bonnes valeurs, et c'est la famille de ce que, selon Ethicity, des chers activistes. C'est la dernière étude d'Ethicity, si vous voulez regarder sur Internet, elle sera très parlante sur le développement durable. Ce sont beaucoup des femmes, plus que les hommes. Donc aujourd'hui, il y a ces 2 familles, on est tous acteurs des chers activistes, et ça veut juste dire à un moment ou à un autre réfléchir à qui nous sommes et quelles sont nos attentes. Créer de la valeur, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'herbe rouge, ce n'est pas l'objectif, c'est très collectif. C'est juste rappeler que le vêtement, c'est un patrimoine culturel français, un grand mot, etc. Mais c'est, je vous le redis, notre seconde peau. Si on s'y sent bien, on peut aller à un entretien d'embauche. Que si on est alité et qu'on se sent bien dans le vêtement, on va vite se remettre d'aplomb. Si on est bien quand on va amener les enfants à l'école et que le soir on peut aller dans une soirée ou dans un dîner avec le même vêtement, on participe à diminuer l'empreinte environnementale puisque finalement on consomme less is more, moins mais mieux. Et c'est ça la valeur, c'est revenir à l'essence des choses. Qu'est-ce que la qualité
fiscalité. Est-ce qu'aujourd'hui, je paye du foncier, je paye de l'immobilier, je paye du marketing, ou est-ce que finalement, mon portable, c'est quoi sa valeur? Tout ça. Juste réfléchissons tous ensemble là-dessus, et comme ça, on pourra peut-être me donner du sens. Je termine, la transversalité. Là, c'est un appel aujourd'hui sur le World Forum qu'on continuera sans doute cet après-midi à Annick. Juste rappeler que dans la mode, il n'y a pas simplement des gens qui dessinent, il y a des gens qui fabriquent, des gens qui vendent. Ça fait appel à l'agriculture, j'en ai parlé tout à l'heure, le lin, etc. Ça fait appel à la santé, comme la malbouffe. On a droit aussi de parler de malfringue et on va en parler de plus à plus. Ça fait appel à l'industrie et le commerce. Il y a des gens qui fabriquent derrière, mais il y a aussi des boutiques. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire dans ces boutiques? Est-ce qu'on va tous dans les mêmes boutiques à 5 € le truc et ça n'a pas de valeur? Ça fait bien sûr appel, et je l'ai dit tout à l'heure, à l'économie et au numérique. L'innovation, c'est important. L'économie, bien sûr, puisqu'on peut recréer des emplois. On ne va pas réinventer forcément des usines partout, mais on peut mettre des petites séries, on peut faire vivre la nouvelle création, on peut tous se mettre ensemble. Ça fait appel à l'écologie et à l'économie solidaire, ça fait appel à l'emploi. Tout commence par l'éducation, tout se passera dans les écoles, ce qu'on racontera dans les écoles, comment on va réapprendre le métier. Et ça fait appel, bien sûr, aux relations internationales. C'est pour ça que nous sommes tous aussi aujourd'hui ensemble, parce que nous partageons, nous faisons partie de la même planète, je le confirme. Et ça fait appel enfin à la culture, parce que l'art de vivre, la française, c'est un peu aussi ce que veut raconter l'herbe rouge. Donc nous, on se pose des questions aujourd'hui, comment tous les secteurs se mettre ensemble pour essayer de faire des économies, se poser des questions. Est-ce qu'on ne doit pas parler de TVA verte? Est-ce qu'on ne doit pas parler finalement de taxes, j'en sais rien, de taxes douanières qui seraient plus justes pour les gens qui font correctement les choses à l'étranger, etc. Il y a plein de questions, ce sont des questions économiques, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Et la proximité, elle est aussi locale, créer des infos localement, des commerces de proximité, mais également ouverts sur le monde. Je terminerai en disant l'innovation, on en a beaucoup parlé. Si vous voulez juste voir ce qu'on fait, comment on est un petit peu fou chez l'herbe rouge, allez dans le cadre de l'exposition de l'île 3 Mimes au Muséum d'histoire naturelle à Lille. Il y a une superbe exposition sur Textifood, tous les vêtements qui étaient à Milan, l'exposition internationale à partir des textiles issus des foods. Nous, on a voulu travailler sur le café, sur la fibre, la torréfaction de café, le marc de café, parce que je vais juste vous dire, le café aujourd'hui et la torréfaction, ça, c'est anti-UV, anti-transpiration, anti-odeur. Et nous, on l'a travaillé également, et c'est un petit peu tout ce qu'on partage le matin, le midi, le soir. Donc, la mode, c'est raconter des histoires. Et j'en terminerai là en disant, en effet, nous bâtissons ensemble. Voilà, ça, c'est notre écosystème. Et aujourd'hui, pour moi, le débat, c'est comment on arrive à bâtir ces nouveaux écosystèmes. Je remercie Annick. Merci, Ariel. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut rallumer? Est-ce que la technique, je m'entraîne à faire Michel Drucker, mais ça ne marche pas tellement. Est-ce qu'on pourrait rallumer la salle un petit peu? Oui. Donc, bienvenue à vous tous. Maintenant, on voudrait vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions à nos invités qui sont ici. Peut-être comprendre mieux comment ils font, toutes les questions que vous vous posez. On vous écoute pendant cette dernière demi-heure. Des questions ou rajouter ou dire quelque chose que vous avez envie de partager avec nous tous. Et bienvenue à ma classe de l'EDEC qui est dans la salle. Merci. Hello. Okay, good morning and thank you very much for this presentation. We talked briefly with Annick of another brand. I will introduce. Je voudrais présenter une autre marque très brièvement et vous dire comment c'est en lien avec les exemples qui ont été proposés. Et ensuite, j'ai une question à vous poser à tous. Donc, je me suis rendu en Éthiopie et j'ai visité une entreprise qui fabrique des écharpes, des torchons, des serviettes, etc. Et d'ailleurs, l'Érythrée est en plein développement économique. Et c'est un exemple d'une entreprise qui est très forte en durabilité sur beaucoup d'axes. 3 exemples qui vous montrent le lien avec ce que vous faites. Madame Han, vous utilisez les vêtements non vendus et il y a beaucoup de colorants qui peuvent être obtenus avec des sources naturelles, des fleurs, des oignons, des feuilles, des insectes, qui permettent d'obtenir des résultats très esthétiques.
Thomas, je partage avec vous ce goût de la formation. Et un exemple que j'apprécie, c'est que les gens qui travaillent dans cette entreprise sont des gens qui peuvent travailler à la maison et qui font le tissage et ramènent leurs pièces, ce qui permet à ces gens d'économiser et donc d'ouvrir un compte en banque. Et imaginez, vous gagnez 100 et vous dépensez 95 pour votre vie, il vous reste 5 que vous pouvez mettre à la banque pour commencer à économiser. Et j'aimerais parler maintenant de personnalisation, de créativité, d'innovation. Vous avez des designers qui utilisent toutes les sources d'inspiration pour les transformer en mode. Cette entreprise s'appelle Saba Art. Ils sont rentables et mènent de très nombreuses actions. Mais en bout de course, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Pensez-vous que dans ces modèles que vous êtes en train de créer et qui vont sans doute se développer et se renforcer dans l'histoire économique, est-ce qu'il est possible d'être rentable dans cette économie nouvelle? Et est-ce que c'est plus facile que dans l'économie traditionnelle? J'aimerais commencer à répondre, je vais aller doucement, parce que c'est une bonne question. Je suis convaincu que la rentabilité est absolument nécessaire pour les grandes entreprises comme pour les petites, car l'argent, c'est le carburant dont on a besoin pour se développer, pour recruter plus de salariés et pour avoir un véritable impact sur les écosystèmes. Mais la question que pose ce forum, c'est la rentabilité à quel prix? Je suis convaincu que nous avons la responsabilité de créer de la valeur économique, mais également de la valeur sociale et de la valeur environnementale et de la durabilité. Dans notre cas, nous sommes en proie à ce conflit actuellement, car en Argentine, nous avons une usine où nous employons 30 salariés. Et lorsque nous avons ouvert cette usine, on nous disait « Mais vous êtes fous, vous allez ouvrir une usine. Pourquoi ouvrir une usine à notre époque ?» Sauf qu'on l'a fait. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'a fait. Alors, on n'est pas en proie véritablement à ce dilemme, mais l'usine s'est avérée être une excellente décision économique. Mais elle est intégrée à notre ADN. Et en Argentine, tous les 5 ans, tout change. Donc, actuellement, nous essayons de faire en sorte que cette usine soit une usine pérenne et qui nous permette de continuer à progresser. Madame Han, souhaitez-vous répondre? Est-ce qu'il est plus difficile d'être rentable quand on est éthique? Je fais d'autres activités économiques qui dégagent des profits. Mais la marque Record, j'ai déjà dit à notre direction que je ne peux pas dégager un grand profit. C'est plutôt destiné à au réinvestissement dans la société. Et aussi contribuer à la communauté. Donc, manque de profit aurait un impact négatif à notre groupe, mais il a d'autres valeurs. Le vêtement que je porte aujourd'hui ne peuvent être produits seulement en 4 ou 5 unités. Donc, le profit, dès le départ, ne peut pas être très grand. Et celui-là, c'est un sac issu de vêtements militaires. Mais il peut y avoir d'autres groupes qui peuvent faire de ce upcycling une business qui rapporte beaucoup de produits. Il faut donc y penser dans le futur.
예, No? Okay, I have some questions then. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai une question. Je voulais vous demander à tous les trois ce que vous considériez comme étant la chose la plus difficile dans ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour créer une entreprise durable? C'est quoi le plus dur? Pour moi, c'est de recruter des gens qui auront envie de rester dans l'entreprise suffisamment longtemps. Beaucoup de couturières sont venues chez nous et j'ai effectivement passé beaucoup de temps à les former pour augmenter leur niveau de qualité. Et en général, au bout de 3-4 mois de formation, elles décident d'aller ailleurs parce qu'on les paye mieux. Et au niveau des designers, tous les Chinois, en Chine, on sait qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et ce sont des gens qui vont aller à Londres, à Paris pour apprendre la création. Et quand ils rentrent, ils ont un espèce d'ego. Et ils se disent, je peux faire un stage d'1 mois et je peux être un designer. Et leurs parents ont suffisamment d'argent pour leur offrir une entreprise. Donc moi, mon problème, c'est un problème de RH. Et pour construire une vraie équipe. Pour moi, nous avons juste une boutique en Corée. Donc, le marché est très petit et aussi les prix est assez élevé. Et aussi, pour la production, c'est une édition limitée, puisque nous devons décomposer des vêtements et pour fabriquer une nouvelle pièce. Et aussi, il est difficile d'ajuster le stock. Quelquefois, nous devons produire beaucoup de produits pour le sport et d'autres fois, d'autres styles. Donc, on ne peut pas anticiper les tendances bien à l'avance puisque nous utilisons des stocks. Je dirais la même chose que les collègues qui m'ont précédé. La gestion des ressources humaines aujourd'hui est l'un des plus grands défis pour une entreprise qui se lance, qui démarre. Retenir les talents, responsabiliser les équipes, leur partager avec eux votre objectif, votre vision. Pour nous, c'est l'un des plus gros défis à l'heure actuelle. Réussir à convaincre vos équipes que vous avez un vrai objectif. Parce qu'en bout de course, on sait très bien que le leadership est le seul moyen de transformer les choses. Merci. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui. Merci d'utiliser le micro. Hola, yo le tengo una pregunta para Tomás. Oui, j'ai une question pour Thomas, mais il n'y a pas d'interprétation en espagnol, madame, donc ce serait mieux de la poser en français. Donc en français, du coup? Oui, c'est mieux. Thomas, j'aimerais savoir votre projet de création d'usine. Vous avez dû être suivi par des banques, j'imagine, ou est-ce que c'est des fonds propres? Comment avez-vous réussi à convaincre les banques d'un projet aussi ambitieux socialement parlant, j'entends, et aussi ambitieux au niveau de la production qui est la vôtre aujourd'hui? Sorry, I lost half of the question because of the translation. How did you convince banks? How did you find the money for such a big project? We couldn't Comme convince ça. any bank. Ah, on ne pouvait pas aller voir les banques. We start the company. J'ai investi 5 000 €, mon partenaire a investi 5 000 €, et ça, c'est l'argent dont vous avez besoin en Argentine pour enregistrer une société. C'est le capital social, minimum. Et
salariés, vous avez un pote qui vient vous aider avec le site web, un autre qui vient vous aider avec le design. Mon père m'a fourni un petit bureau. Donc on a préparé une présentation sur notre projet, sur notre idée, et puis on a cherché des financeurs, des capitaux risqueurs qui nous ont prêté de l'argent pour une durée de 2 ans. Alors ils ont pris un risque, hein. On leur a donné des actions dans l'entreprise et c'est comme ça qu'on a commencé. Une fois que vous avez 3 bilans, que vous avez duré 3 ans, vous pouvez commencer à parler aux banques pour avoir un petit peu de trésorerie. Mais en Argentine, les banques ne sont pas très douées pour soutenir les jeunes entreprises. Donc pendant 2-3 ans, vraiment, on a bagarré sur le front financier avec notre trésorerie. Mais je dois dire, j'adore mon pays. Mais soyons honnêtes, l'Argentine n'est pas un pays très favorable aux startups. Et il faut se battre contre les autres entreprises, il faut survivre dans cet environnement micro et macro. Oui, je voulais ajouter 2 mots là-dessus parce que c'est un problème très important. Quand on monte une entreprise sociale, en principe, on sait qu'on va redistribuer les bénéfices à nos salariés, à des projets dans la communauté, etc. Donc évidemment, ce n'est pas très sexy pour les investisseurs parce qu'on ne va pas valoriser l'entreprise par un facteur 10 au bout de quelques années. Et c'est le problème auquel nous avons dû faire face avec mon entreprise. Aucune banque ne voulait nous financer parce que nous annoncions très clairement que nous n'allions pas distribuer de dividendes et que tous nos bénéfices seraient redistribués à des ONG. Et ça vraiment, ils n'aimaient pas. Donc, il a fallu avoir recours au financement participatif et on a fini par identifier quelques personnes très courageuses qui ont pris des actions dans mon entreprise pour nous aider à démarrer, à développer la formation à distance pour l'industrie de la mode. Donc c'est vrai, ça nous a pris 1 an de plus et on s'est battu. En tout cas plus qu'une entreprise normale, tout simplement pour lever de l'argent. Et tous les jours, j'entends, il y a des jeunes entrepreneurs qui me contactent sur LinkedIn, qui m'appellent et qui me disent « Mais comment je vais trouver des financements si je suis une entreprise sociale ?» Et pour l'instant, en France, il n'y a pas de réponse à cette question, honnêtement. Je pense qu'il devrait y avoir une réponse à cette question, car il y a énormément de personnes partout dans le pays qui souhaitent créer des entreprises qui soient utiles, comme la nôtre, pour l'entreprise de la mode, car aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui montrent à ce secteur « Ah non, mais on peut faire des affaires. On est là pour recruter des gens. On est là pour monter une usine. On est là pour être vraiment dans les affaires. » Et j'espère que dans le secteur de la mode, les grandes entreprises, et je sais qu'il y a des représentants de celles-ci dans la salle aujourd'hui, j'espère qu'ils vont y réfléchir à tout cela et se dire comment est-ce que nous pouvons aider ces petites entreprises à démarrer, comment est-ce que nous pouvons coopérer, travailler ensemble, de telle sorte que l'écosystème se renouvelle grâce à ces entreprises très intéressantes qui sont en train de naître. C'est vraiment mon souhait pour aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais l'un de nos projets, parce que nous sommes une PME, mais l'année prochaine, nous allons lancer une technopole. Et nous allons contacter un designer en Argentine et nous allons mettre à sa disposition nos installations, parce qu'on a essayé de se demander comment une entreprise comme la nôtre pouvait soutenir un jeune entrepreneur. Donc il pourra bénéficier de nos plateformes à Barcelone, à Londres. Nous sommes présents dans 40 pays et
Ce qu'il faut, c'est que nos entreprises réfléchissent à ce que d'autres peuvent faire. J'ai une question que je peux poser soit en français, soit en anglais. Pour une question à Recode. En français, parce qu'il y a traduction. D'accord. Alors, en fait, ma question est à propos des objectifs. Vous semblez avoir du mal à être profitable. Donc, est-ce que votre objectif est un objectif plutôt social business, donc quand même faire marcher l'entreprise en termes de profit, ou avez-vous plutôt, vous parlez beaucoup du futur, est-ce que vous voulez plutôt être un modèle, un modèle de business model pour des entreprises qui réadapteront ce recyclage, ou est-ce que vous voulez vraiment être profitable maintenant? Enfin, quels sont en fait vos objectifs, somme toute? Oui, je voudrais créer évidemment une plateforme commerciale, économique qui puisse dégager du produit, même si en contribuant au développement social de la communauté. Mais je sais que c'est difficile. Mais je fais également, je travaille dans le groupe à profit, mais ce que je voudrais faire à travers Recode, c'est montrer que même en faisant le upcycling, on peut créer le profit économique. Mais pour l'instant, c'est difficile. Mais je crois que c'est quand même la direction que les entreprises de upcycling doivent se diriger en termes. Les PME sont engagées dans ce mouvement, mais pour l'instant, les grands groupes ne sont pas tellement intéressés par ce mouvement. Donc, c'est pour cela que je m'attendais à avoir beaucoup de questions. C'est pour cela que j'ai apporté un livre sur notre marque. Et donc, pour ceux qui veulent, je peux vous donner ce livre. Et donc, ce livre présente notre marque pour contribuer, pour réinvestir dans la société. Any other questions? Yes. Who is this side? Autre question. Alors moi j'avais une question pour Irène. Vous disiez que la sexualité n'était pas très populaire en Chine, mais pourtant vous êtes quand même intégré dans ce pays. Et je voulais savoir au niveau de la vente de vos produits, si vous aviez réussi à l'intégrer au niveau de la population des femmes chinoises ou si uniquement elle s'adressait à un public plutôt mondial. Et si oui, si vous arrivez à l'intégrer au niveau de certains publics de femmes, et lesquels? La plupart des personnes qui viennent dans mon showroom ne savent pas ce qu'est qu'un pillow book. Alors, nous prenons des rendez-vous et du coup, nous n'avons pas plein de gens dans la boutique. Donc, les gens commencent à parler. Et c'est vrai que quand une femme se déshabille pour un essayage, elle ne le fait que quand elle est dans une atmosphère de confiance. Et du coup, les femmes se livrent et me racontent leur histoire. Quelquefois, je me dis, elles m'en racontent un peu trop. Mais c'est vrai qu'elles vont s'ouvrir et elles ont du mal à parler de sexe dans la sphère publique. Mais chez nous, elles se libèrent. Ah, maintenant, pour ce qui est de la vente, j'ai des clientes locales, beaucoup. 90% de mes clients étrangers sont français. Sans doute parce que vous avez une longue tradition de lingerie. Bon, le sexe, on sait tous ce que c'est. Et
chez les jeunes femmes, il y a une crise de l'éducation sexuelle en Chine et les femmes n'ont pas suffisamment d'éducation sexuelle pour bien comprendre ce qu'elles doivent faire au niveau des comportements. Et quand elles viennent chez nous et qu'elles découvrent ce qu'est le Pillow Book, je finis par être un peu leur conseillère et à discuter avec elles, à parler de toutes ces choses. Donc oui, les jeunes femmes sont très curieuses. Elles veulent parler de ces sujets qui sont un peu tabous dans la société et il n'y a pas franchement de plateforme pour elles pour s'exprimer ou trouver de l'information. Avons-nous d'autres questions? Il nous reste le temps pour une, peut-être deux dernières questions. Bonjour, je m'appelle Samelfa, je suis étudiante. J'ai une question pour les trois. C'est par rapport au prix. J'aimerais savoir si derrière les entreprises ont une démarche pour permettre une meilleure accessibilité de leurs produits. Vu que moi, par exemple, je suis étudiante, je n'ai pas vraiment les moyens de m'acheter des choses très chères. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est mis en œuvre derrière pour permettre une meilleure accessibilité. Merci. C'est la question que je reçois le plus souvent. Il y a beaucoup de femmes qui aiment la marque Record, mais ce n'est pas tellement accessible. Et donc, il faut trouver une nouvelle démarche de production. Moi, j'ai constaté beaucoup de gaspillage. Je fais également le design et le des échantillons sont jetés. Donc, il faut récupérer même les échantillons afin de réduire le coût de vêtements. Et c'est pour cela que j'ai pensé également à des sacs de main ou bien des accessoires pour donner aux consommatrices de rencontrer les vêtements de la marque Record. Moi, j'essaye d'établir le prix qui est au niveau des articles de lingerie de luxe. Mais ce qu'il faut, c'est être conscient que c'est fait à l'unité. Et évidemment, le prix, je l'ajuste au maximum. Déjà, on ne fait pas de bénéfices. Et quand vous êtes étudiante, eh bien, si vous voulez acheter quelque chose, n'allez pas dans un grand magasin, n'allez pas ou dans une solderie. Parce que là, ce sont des gens qui vont faire une marge sur les designers indépendants qui ne gagnent pas leur vie. Donc, allez voir les designers, les créateurs eux-mêmes. Parce que d'abord, ça leur permettra de mieux gagner leur vie et ils seront prêts à vous faire une petite réduction, je suis sûr. Je suis bien convaincu qu'il y a des entreprises qui veulent augmenter les prix et d'autres qui veulent faire baisser les prix. Nous faisons partie du deuxième groupe. Nous souhaitons proposer des prix plus compétitifs et nous disons notre slogan, c'est une marque premium à des prix honnêtes. J'aime l'idée de prix honnête. Quand vous êtes en mesure de parler de la valeur de votre entreprise, quand vous êtes transparent et que le client le comprend et que vous savez en parler, à ce moment-là, le client va voir la valeur et va la comprendre. Et dernière chose, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens plus. Non, j'ai oublié. Moi, je voulais revenir sur la transparence des coûts. Ça, c'est très, très important, surtout si vous voulez soutenir les designers indépendants, les créateurs indépendants. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais mon premier prix était à tel niveau et je tirais tel bénéfice. Et ensuite, je ne m'étais pas rendu compte que les gens qui achetaient, qui créaient des stocks avec mes produits faisaient une grosse marge et que du coup, moi, je perdais beaucoup. Donc, c'est vrai qu'ils avaient, dans les grands magasins, ils avaient une stratégie marketing, etc. C'était intéressant à un moment, mais ce qu'il faut, c'est bien se rendre compte que les stocks, ça coûte très cher. Et moi, ces grands magasins m'obligent à doubler mon prix pour que je puisse gagner quelque chose. Et ils continuent, eux, à gagner énormément d'argent.
Donc, il faut apprendre à comprendre comment s'établit un prix et il faut travailler là-dessus. Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. Quand vous êtes un entrepreneur, vous avez pour ambition de vendre plus. Et c'est là qu'il faut faire très attention, car c'est un secteur très concurrentiel et dès que vous voulez vendre plus, vous avez tendance à baisser les prix. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus matures et nous avons appris des choses. Donc, comme je vous le disais, il faut quand même faire des bénéfices. C'est sain, ça permet d'avoir un véritable impact économique, social, environnemental, etc. Donc, on a besoin de faire des bénéfices. Mais il faut faire très attention dès lors que l'on vend, de ne pas baisser le prix simplement parce que vous voulez vendre plus, parce qu'autrement, vous allez droit au mur. Et pour ajouter ma pierre à l'édifice, j'ai envie de dire que la chaîne de valeur de l'industrie de la mode doit être totalement repensée. Aujourd'hui, la distribution engrange 2/3 des bénéfices. Et il n'y a plus suffisamment d'argent qui reste au niveau du produit. On paye la publicité, on paye les magasins, on paye tout. Et en bout de course, la marque qui lance une usine, le type qui produit n'a plus d'argent. Donc il va falloir repenser cette chaîne de valeur en profondeur afin de redistribuer une partie des bénéfices à ceux qui fabriquent, à ceux qui créent, donc au design, à la fabrication de vêtements qui sont beaux, qui sont à la mode, qui sont sexy. Et c'est là qu'il faut remettre l'argent. Et peut-être qu'il faut en laisser un petit peu moins dans ce qui est sans doute moins important, tant pour nous que pour nos clients. Voilà, j'avais promis que cette session se terminerait à l'heure, donc nous allons la clore maintenant. Je souhaite remercier très chaleureusement Madame Han, Irène et Thomas qui ont partagé toute leur expérience avec nous. Et nous allons vous faire parvenir toutes ces présentations si vous le souhaitez. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir un entretien avec l'un ou l'autre de ces personnes, nous restons ici pour partager avec vous. Merci à tous et à toutes et bravo à tous et à tous. Merci.